Leçon 1. Investir de manière éthique dans un marché turbulent. Suivez-vous des stratégies d'investissement éthiques? Oui, j'applique un cadre d'investissement éthique. Qu'est-ce qui motive votre approche éthique? Je recherche une adéquation entre les valeurs et le capital. Utilisez-vous des filtres d'exclusion? J'exclus les secteurs d'activité qui violent les principes fondamentaux. Quel secteur excluez-vous généralement? Le tabac, les armes et les combustibles fossiles sont des exclusions courantes. Les exclusions limitent-elles trop votre univers d'investissement? Ils le peuvent, c'est pourquoi l'équilibre est nécessaire. Vous préférez un dépistage positif? Je combine souvent les exclusions avec un dépistage positif. En quoi consiste un dépistage positif? Elle sélectionne les entreprises ayant de solides pratiques environnementales. Prenez-vous également en compte les critères sociaux? Les facteurs sociaux, comme les normes du travail, ont une grande importance. Incluez-vous la gouvernance dans votre analyse? La gouvernance d'entreprise est au cœur de mes décisions. Comment mesure-t-on la qualité de la gouvernance? J'examine l'indépendance du conseil d'administration et la transparence de la rémunération des dirigeants. Investissez-vous dans des fonds labellisés ESG? J'investis dans des fonds ESG sélectifs après une analyse approfondie. Comment évaluer la crédibilité des fonds ESG? J'examine les méthodologies, les portefeuilles et les audits de tiers. Existe-t-il des inquiétudes concernant l'éco-blanchiment? Oui, l'éco-blanchiment est une préoccupation importante et croissante. Comment détecter l'éco-blanchiment dans les fonds d'investissement? Je compare les objectifs déclarés aux expositions réelles du portefeuille. Utilisez-vous l'investissement à impact pour un changement direct? J'alloue une partie de mon portefeuille à des investissements à impact. Qu'est-ce qui définit un investissement à impact pour vous? L'impact se définit par des résultats sociaux clairs et des indicateurs mesurables. Attendez-vous à des rendements de marché pour les investissements à impact? Je m'attends à des rendements compétitifs dans de nombreux cas et j'accepte parfois des compromis. Comment mesure-t-on les résultats sociaux ou environnementaux? J'utilise des indicateurs clés de performance et des évaluations indépendantes. Vous adonnez-vous à l'activisme actionnarial? J'interviens lorsque la gouvernance responsable peut influencer le comportement des entreprises. Quelle forme prend l'engagement? Vote par procuration, dialogue avec la direction et dépôt de résolution. Croyez-vous que l'activisme puisse modifier les politiques d'entreprise? C'est possible, surtout avec le soutien de coalitions d'investisseurs persévérantes. Êtes-vous favorable au désinvestissement comme stratégie? Le désinvestissement peut signaler une désapprobation, mais ses effets pratiques sont mitigés. Quand le désinvestissement est-il approprié? Elle est appropriée lorsque le dialogue échoue et que la position morale est décisive. Conciliez-vous objectifs éthiques et devoirs fiduciaires? L'investissement éthique doit respecter les responsabilités fiduciaires. Comment gérez-vous les conflits entre l'éthique et la rentabilité? J'évalue les risques à long terme et les coûts systémiques d'une exposition contraire à l'éthique. Intégrez-vous le risque climatique dans vos modèles financiers? J'inclus des analyses de scénarios et des évaluations des risques de transition.
Utilisez-vous des indicateurs d'empreinte carbone pour vos portefeuilles? Je surveille l'intensité carbone et l'exposition au secteur à forte émission. Dans quelle mesure les indicateurs de carbone sont-ils fiables d'une entreprise à l'autre? Les indicateurs varient, c'est pourquoi je préfère les informations normalisées et auditées. Privilégiez-vous les entreprises à bilan carbone nul? Je privilégie les engagements crédibles assortis d'objectifs clairs et d'étapes intermédiaires. Comment évaluer la crédibilité des engagements en faveur de la neutralité carbone? J'examine la vérification par un tiers, les plans à court terme et l'alignement des dépenses d'investissement. Investissez-vous directement dans les technologies vertes? J'investis de manière sélective dans les énergies renouvelables et les infrastructures durables. Les investissements dans les énergies renouvelables sont-ils toujours peu risqués? Non. L'exécution des projets et la réglementation engendrent des risques. Accordez-vous de l'importance à l'éthique de la chaîne d'approvisionnement? La transparence de la chaîne d'approvisionnement est essentielle à une véritable durabilité. Comment évaluez-vous les pratiques de la chaîne d'approvisionnement? J'examine les audits, les codes de conduite des fournisseurs et les dossiers de mesures correctives. Accordez-vous une importance primordiale aux droits de l'homme dans vos choix d'investissement? Le respect des droits de l'homme est une considération non négociable dans mon cadre de référence. Évitez-vous les entreprises ayant de mauvais antécédents en matière de droit du travail? J'évite les entreprises où je m'engage auprès d'elles pour dénoncer les abus en matière de travail. Tenez-vous compte des impacts sur la communauté locale? L'impact communautaire est une dimension clé de l'investissement responsable. Comment évaluez-vous le profit à court terme par rapport au bénéfice sociétal à long terme? Je privilégie la résilience à long terme et le bien-être systémique. Diversifiez-vous vos activités dans différents secteurs tout en restant éthique? La diversification demeure importante pour gérer le risque idiosyncrasique. Utilisez-vous des stratégies thématiques telles que l'agriculture durable? Les stratégies thématiques permettent de cibler des objectifs environnementaux ou sociaux spécifiques. Utilisez-vous des indicateurs financiers différents pour les investissements éthiques? J'intègre l'évaluation traditionnelle aux facteurs de risque ajustés en fonction du développement durable. Comment gérez-vous les entreprises controversées présentant un potentiel de réforme? Je m'engage souvent en premier lieu et j'envisage un désinvestissement si les progrès stagnent. Collaborez-vous avec d'autres investisseurs sur des initiatives éthiques? Les coalitions accroissent leur influence et partagent les obligations en matière de vérification préalable. Tenez-vous compte des politiques publiques et de la réglementation dans vos décisions? Les tendances réglementaires façonnent la viabilité à long terme du secteur et nécessitent une surveillance. Utilisez-vous des exclusions pour la dette souveraine fondée sur les droits de l'homme? J'évalue les risques souverains et j'éviterai les pays qui commettent des violations flagrantes des droits de l'homme. Accordez-vous de l'importance à la transparence et à la communication d'informations de la part des entreprises? La transparence des rapports est un critère fondamental pour l'investissement. Comment se tenir au courant de l'évolution des normes ESG? Je me conforme aux normes établies, à la recherche universitaire et aux pratiques du marché. Utilisez-vous des agences de notation pour l'évaluation ESG? Je les utilise comme un élément parmi d'autres, et non comme le seul facteur déterminant. Remettez-vous en question l'objectivité des évaluateurs ESG? Les méthodologies d'évaluation diffèrent, un examen attentif est donc nécessaire. Comment s'assurer que son portefeuille reste aligné au fil du temps? Je procède à des examens périodiques et à un rééquilibrage en fonction de critères mis à jour.
Proposez-vous des conseils en matière d'investissement éthique à d'autres personnes? Je partage des principes et encourage la diligence raisonnable plutôt que des conseils prescriptifs. Prenez-vous en compte le coût social du capital dans vos modèles? J'intègre les externalités lorsque leur quantification est possible. L'investissement éthique comporte-t-il des aspects controversés? Oui, les débats portent sur des sujets aussi variés que l'efficacité, l'élitisme et les conséquences imprévues. Comment répondez-vous aux critiques qui qualifient l'investissement éthique de performance? Je mets en avant des résultats mesurables et je prône l'amélioration continue. Pensez-vous que l'investissement éthique puisse engendrer un changement systémique? C'est possible, surtout lorsque cela s'accompagne de changements politiques et de comportements des consommateurs. Vous conservez-vous la possibilité de mettre à jour les critères éthiques? Mes critères évoluent en fonction des preuves, des normes et des contributions des parties prenantes. Investissez-vous dans les marchés émergents aux normes éthiques différentes? J'investis avec prudence et je privilégie les normes locales et l'implication locale. Comment mesure-t-on le succès des investissements éthiques? Le succès allie rendement financier et impact social ou environnemental vérifié. Communiquez-vous les résultats obtenus à vos pairs ou à vos clients? Je fournis des rapports d'impact transparents et des indicateurs documentés. Utilisez-vous la technologie pour suivre et vérifier l'impact? La blockchain et les données satellitaires peuvent améliorer la vérification dans certains contextes. Envisagez-vous le capital philanthropique au même titre que l'investissement? La philanthropie complète l'investissement en finançant des solutions non commerciales. Croyez-vous que voter avec son capital soit un acte moral? Oui, l'allocation des capitaux signale des préférences et peut inciter au changement. Allez-vous continuer à affiner votre stratégie d'investissement éthique? Je le ferai, car l'éthique et les marchés évoluent tous deux. Je vais examiner mon propre portefeuille et commencer à appliquer ces critères éthiques. Leçon 2. Écran et présence. Trouver l'équilibre entre vie numérique et temps en famille. Comment concilier le temps passé devant les écrans et le temps passé en famille? J'ai défini des limites claires concernant l'utilisation des appareils. Quelles limites appliquez-vous à la maison? Nous avons des zones et des plages horaires sans appareils électroniques chaque jour. Quelles sont les pièces de votre maison où les appareils électroniques sont interdits? La salle à manger et les chambres sont des espaces sans cloison. Fixez-vous des limites de temps pour les réseaux sociaux et le streaming? Je fixe des limites quotidiennes et je les fais respecter à l'aide d'applications lorsque c'est nécessaire. Comment faire comprendre ces limites aux enfants? J'explique calmement les raisons et j'adopte le même comportement. Acceptez-vous de négocier des exceptions pour le travail ou en cas d'urgence? Nous acceptons les exceptions sous réserve d'un préavis et d'un respect mutuel. Comment gérez-vous le travail qui nécessite de passer du temps devant un écran le soir? Je planifie des plages de travail concentrées et je protège les heures passées en famille. Utilisez-vous la technologie pour faire respecter les routines familiales? J'utilise des calendriers partagés et des minuteurs doux pour les transitions. Comment reconquérir l'attention de votre famille pendant les repas? Nous mettons nos téléphones dans un panier commun avant de dîner. Utilisez-vous des rituels sans téléphone pour créer des liens? Nous lisons à voix haute, partageons les moments forts et posons des questions qui invitent à la réflexion. Comment gérer les enfants qui refusent de limiter le temps passé devant les écrans?
Je propose des alternatives et j'applique des conséquences cohérentes. Quelles alternatives aux écrans proposez-vous? Jeux en plein air, jeux de société et projets créatifs. Organisez-vous parfois des journées en famille sans technologie? Nous prévoyons au moins un week-end sans technologie par mois. Comment gérer les compromis en matière de divertissement avec les adolescents? Je les implique dans l'élaboration des règles et définis des attentes mutuelles. La négociation améliore-t-elle le respect des règles? Elle favorise l'appropriation et réduit l'utilisation clandestine. Comment privilégier la qualité à la quantité du temps passé devant un écran? Je privilégie les contenus éducatifs et créatifs au défilement passif. Visionnez-vous du contenu numérique avec vos enfants? Le visionnage partagé favorise la discussion et la réflexion critique sur les médias. Comment lutter contre l'attrait des appareils électroniques au moment du coucher? Nous imposons un couvre-feu numérique et utilisons les fonctionnalités du mode nuit. Utilisez-vous des filtres anti-lumière bleue pour protéger votre sommeil? Oui, et nous baissons la luminosité des écrans quelques heures avant de dormir. Comment adoptez-vous vous-même des habitudes saines face aux écrans? Je limite ma propre utilisation et privilégie ma présence lors des moments en famille. Prévoyez-vous des moments individuels sans écran avec chaque enfant? Je planifie des activités individuelles hebdomadaires sans appareils électroniques. Comment gérez-vous les notifications urgentes lorsque vous êtes en famille? Je désactive les alertes non essentielles et consulte discrètement les messages urgents. Communiquez-vous vos disponibilités à vos collègues afin de préserver votre temps en famille? Je définis les attentes et j'utilise des réponses automatiques lorsque c'est nécessaire. Comment gérer la culpabilité liée à l'utilisation inévitable des écrans? Je le perçois comme un travail utile et je compense par une présence familiale attentive. Utilisez-vous la technologie pour renforcer les liens familiaux? Nous utilisons les appels vidéo avec les parents éloignés et partageons des albums photos. Comment évalue-t-on l'adéquation des applications aux familles? J'examine attentivement le contenu, les paramètres de confidentialité et l'adéquation à l'âge. Enseignez-vous aux enfants la culture numérique et la consommation critique? Je leur apprends à questionner leurs sources et à réfléchir avant de partager. Comment protéger les enfants des dangers en ligne? J'active le contrôle parental et maintiens un dialogue ouvert sur les risques. Discutez-vous régulièrement des limites de temps passé devant les écrans avec votre partenaire? Nous nous réunissons tous les mois pour évaluer les règles et les adapter à mesure que les enfants grandissent. Comment adapter les limites lorsque les exigences scolaires augmentent? Nous offrons une certaine flexibilité pour les études tout en préservant les rituels familiaux essentiels. Mesurez-vous l'impact des politiques relatives aux écrans sur le bien-être familial? Je considère l'humeur, le sommeil et la qualité des relations comme des indicateurs clés. Comment réagissez-vous si les écrans sont source de conflits à la maison? Je pratique la médiation avec calme et rétablis rapidement les accords partagés. Impliquez-vous les enfants dans la définition des conséquences liées au temps passé devant les écrans? L'implication enseigne la responsabilité et l'équité. Comment éviter que les écrans ne remplacent le temps passé à l'extérieur? Je prévois des activités quotidiennes en plein air et des promenades en famille. Utilisez-vous des récompenses pour encourager les comportements sans appareil électronique? Les petites récompenses et les compliments renforcent les bonnes habitudes. Comment protéger votre partenaire des distractions numériques pendant les conversations?
Nous nous mettons d'accord sur des signaux pour mettre les appareils en pot et recentrer l'attention. Créez-vous des rituels technologiques pour les occasions spéciales? Nous préservons les principales célébrations, comme des événements entièrement sans écran. Comment concilier temps de loisirs devant les écrans et obligations familiales? Je réserve mon temps d'écran personnel lorsque les besoins de ma famille sont satisfaits. Montrez-vous l'exemple en présentant vos excuses et en réparant vos erreurs. Je présente mes excuses et réaffirme mon engagement renouvelé envers ma famille. Comment capter l'attention des adolescents sans écran constant? Je soutiens leurs loisirs et facilite leurs activités sociales hors ligne. Vous fixez-vous des objectifs pour réduire votre consommation passive d'écran? Nous fixons des objectifs progressifs et célébrons ensemble nos progrès. Comment protéger les jeunes enfants des boucles de contenu algorithmiques? Je préfère le contenu sélectionné avec soin et les paramètres de lecture automatique limités. Cultivez-vous des traditions familiales non numériques? Les traditions, comme les repas du dimanche et les contes, contribuent grandement à renforcer nos liens. Comment gérer le temps d'écran avec vos invités? Nous définissons les attentes avec bienveillance et proposons des activités inclusives. Évaluez-vous la crédibilité des outils numériques qui prétendent améliorer la vie familiale? Je consulte les avis et les politiques de confidentialité avant d'adopter de nouvelles applications. Comment résister à la pression sociale qui pousse à documenter chaque moment familial en ligne? Je tiens beaucoup aux souvenirs privés et je choisis délibérément ce que je partage. Parlez-vous de traces numériques et de consentement avec vos enfants plus âgés? Nous mettons l'accent sur la confidentialité, le respect et les conséquences à long terme. Comment garder son calme lorsque la technologie provoque des conflits? Je reste calme, j'écoute et je m'intéresse au comportement plutôt que de réagir à l'appareil. Encouragez-vous les membres de votre famille à se fixer des objectifs numériques personnels? Les objectifs personnels favorisent une motivation saine et une bonne autorégulation. Comment intégrer des pauses de pleine conscience dans votre routine quotidienne? Nous pratiquons de brefs moments de pleine conscience avant les repas et au coucher. Réévaluez-vous vos politiques d'assurance habitation lors de changements importants dans votre vie? Nous réexaminons les règles lors des déménagements, des nouveaux emplois et des transitions scolaires. Comment favoriser l'empathie lors de désaccords numériques entre frères et sœurs? J'anime des conversations axées sur les sentiments et les solutions. Utilisez-vous des écrans pour l'apprentissage en famille et la collaboration créative? Nous créons ensemble des playlists, des films familiaux et des projets collaboratifs en ligne. Comment mesure-t-on la réussite d'un équilibre entre les écrans et le temps passé en famille? Le succès se traduit par des relations plus fortes et un bien-être accru. Quel compromis controversé avez-vous dû faire pour trouver cet équilibre? Des tensions apparaissent lorsque les exigences professionnelles imposant des heures d'écran qui réduisent le temps passé en famille. Comment établir des priorités lorsque les obligations entrent en conflit avec les rituels familiaux? Je communique ouvertement et négocie des compromis qui respectent les besoins de chacun. Quelles règles finales recommanderiez-vous aux familles maintenant? Protéger délibérément les moments précieux en famille et utiliser les écrans à des fins claires. Je vais instaurer un accord familial ce soir et montrer l'exemple en matière de contention par les dispositifs. Leçon 3. Le débat sur les ustensiles de cuisine indispensables. Quel ustensile de cuisine vous a paru indispensable? Je considère le mixeur de haute qualité comme indispensable.
Pourquoi le mixeur mérite-t-il ce statut? Il permet de réaliser rapidement des purées, des sauces et des soupes onctueuses. Vous l'utilisez pour autre chose que des boissons. Je l'utilise pour les purées de léagineux, les levains et les vinaigrettes. Est-ce que cela permet de gagner du temps lors de la préparation des repas? Il réduit le temps d'hachage et d'émulsification manuelle. Pensez-vous qu'il remplace les autres ustensiles de cuisine? Il complète les autres outils plutôt que de les remplacer complètement. Posséder un mixeur puissant présente-t-il des aspects controversés? Oui, le bruit, la consommation d'énergie et le coût peuvent faire l'objet de débats. Vous inquiétez-vous des pertes nutritionnelles dues au mixage? Les fibres restent intactes, mais certains nutriments volatiles peuvent se modifier sous l'effet de la chaleur. Comment atténuer la dégradation des nutriments? Je mixe brièvement et j'utilise des ingrédients froids lorsque c'est possible. Utilisez-vous le mixeur pour la préparation des repas et la cuisine en grande quantité? Je prépare de grandes quantités de soupes et de sauces pour la semaine. Cette pratique favorise-t-elle de saines habitudes alimentaires? Elle encourage une cuisine maison régulière et le contrôle des portions. Trouvez-vous le ménage fastidieux? Le choix judicieux des modèles facilite le nettoyage grâce à des pièces compatibles avec le lave-vaisselle. Préférez-vous les mixeurs individuels pour les portions individuelles? Les unités individuelles sont pratiques pour préparer rapidement des smoothies à emporter. Recommandez-vous une plage de puissance particulière pour une meilleure polyvalence? Je recommande un moteur de puissance moyenne à élevé pour les tâches plus exigeantes. Existe-t-il des problèmes de sécurité liés aux lames à grande vitesse? Je respecte les consignes de sécurité et j'évite d'immerger le socle du moteur. Accordez-vous de l'importance aux outils de pilonnage fournis avec certains mixeurs? Les tasseurs améliorent le traitement des mélanges épais sans arrêter le moteur. Utilisez-vous le mixeur pour les desserts ou les glaces? Je réalise des desserts glacés et des sorbets à la texture onctueuse. En quoi le blandé se compare-t-il aux robots culinaires? Les robots culinaires excellents pour hacher et râper, tandis que les mixeurs excellents pour les liquides. Possédez-vous à la fois un mixeur et un robot culinaire? Je possède les deux pour couvrir un plus large éventail de techniques. Existe-t-il des débats controversés sur les marques parmi les cuisiniers amateurs? La fidélité à une marque peut être forte et clivante au sein des communautés de consommateurs. Considérez-vous le prix comme un indicateur fiable de la qualité? Le prix reflète souvent la qualité de fabrication et la garantie, mais il est essentiel de se renseigner. Préférez-vous les commandes de vitesse variable? La vitesse variable offre un meilleur contrôle de la texture et de la consistance. Avez-vous utilisé le mixeur pour préparer des aliments pour bébés? Je prépare des purées onctueuses et riches en nutriments pour les nourrissons. Vous inquiétez-vous des risques de contamination croisée lors de la préparation de différents aliments? Je nettoie soigneusement entre chaque utilisation et j'utilise des récipients séparés lorsque c'est nécessaire. Rangez-vous le mixeur sur le plan de travail ou dans un placard? Je le range sur le comptoir pour pouvoir l'utiliser fréquemment et par commodité. Le rangement sur le comptoir peut-il engendrer des problèmes d'encombrement? Je trouve un équilibre entre l'accessibilité, l'esthétique de la cuisine et les besoins de rangement. Trouvez-vous facilement des pièces de rechange? La disponibilité varie selon les marques, je choisis donc celles qui offrent un bon service après-vente. Accordez-vous une grande importance à la garantie et au service client?
J'accorde une grande importance aux longues garanties et à un service après-vente réactif pour les appareils électroménagers durables. Avez-vous déjà testé des gadgets alternatifs qui imitent les fonctions d'un mixeur? Les mixeurs plongeants permettent de réaliser de nombreuses tâches avec un encombrement réduit. Les mixeurs plongeants sont-ils aussi puissants que les modèles de comptoir? Ils sont pratiques, mais généralement moins efficaces pour les mélanges denses. Utilisez-vous plutôt des extracteurs de jus à pression à froid? J'utilise des extracteurs de jus pour obtenir du jus clair, mais contrairement aux mixeurs, ils éliminent les fibres. Pensez-vous que le mixeur influence la créativité culinaire? Elle élargit les possibilités techniques et encourage les recettes expérimentales. Les chefs cuisiniers professionnels utilisent-ils des mixeurs? De nombreux chefs professionnels utilisent des mixeurs haute puissance pour obtenir des résultats constants. Les appareils électroménagers puissants présentent-ils des risques environnementaux? L'efficacité énergétique est importante, et je choisis des modèles ayant des certifications responsables. Préparez-vous vous-même des laits végétaux à la maison avec un mixeur? Je fabrique moi-même des laits d'amande, d'avoine et de noix de cajou en contrôlant précisément les ingrédients. La production artisanale permet-elle de réduire les additifs et les sucres? Il permet d'un contrôle total et évite les conservateurs inutiles. Trouvez-vous que les recettes et les tendances communautaires influencent l'utilisation des gadgets? Les recettes virales stimulant souvent l'intérêt pour des appareils électroménagers spécifiques. Certaines tendances virales concernant les mixeurs ont-elles suscité la controverse? Certaines tendances encouragent la surconsommation ou des pratiques dangereuses. Comment distinguer les recettes virales sur des recettes risquées? Je respecte les consignes de sécurité alimentaire et j'évite les instructions qui me semblent imprudentes. La polyvalence du mixeur est-elle, selon vous, un argument de vente pour les apprenants? La polyvalence permet d'acquérir des techniques et encourage une pratique fréquente en cuisine. Recommanderiez-vous un mixeur à des débutants qui apprennent à cuisiner? Oui, c'est un outil précieux pour simplifier les techniques fondamentales. Comment conseillez-vous aux apprenants de choisir un premier modèle? Évaluer la puissance, la capacité, le nettoyage et la garantie par rapport au budget. Encouragez-vous l'expérimentation de recettes salées et sucrées? L'expérimentation permet d'élargir ses compétences et de rendre la cuisine plus intéressante. Quels conseils d'entretien proposez-vous pour prolonger leur durée de vie? Nettoyez immédiatement les lames, évitez la surchauffe et suivez les instructions du fabricant. Conservez-vous les reçus et les documents pour les demandes de garantie? Je conserve la documentation et j'enregistre les appareils électroménagers lorsque cela est nécessaire. Existe-t-il des accessoires qui augmentent l'utilité d'un mixeur? Des bocaux, des couvercles et des outils de pilonnage supplémentaires améliorent la flexibilité. Comment concilier l'accumulation de gadgets et une cuisine minimaliste? Je privilégie les outils multifonctionnels et la qualité à la quantité. Pensez-vous qu'un mixeur puisse transformer les habitudes alimentaires à la maison? Cela peut rendre la cuisine maison plus accessible et plus agréable. Recommandez-vous parfois des solutions alternatives à ceux qui s'opposent au mixeur? Je suggère des techniques manuelles et d'autres appareils en fonction des valeurs individuelles. Quel argument final avanceriez-vous pour rendre le mixeur indispensable? Sa capacité à faire gagner du temps, à améliorer la nutrition et à inspirer la créativité en fait un produit essentiel pour beaucoup.
Je vais envisager l'achat d'un mixeur de haute qualité, à la fois pour la cuisine pratique et pour l'exploration culinaire.